Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce que l'on peut faire lorsque l'on constate que le contrat d'assurance vie auquel on a souscrit se retrouve en perte. Faut-il procéder à des arbitrages? Faut-il se poser un certain nombre de questions? C'est justement ce que nous allons voir avec nos deux experts. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Stéphane Quélin, tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes expert en épargne financière et nous avons le plaisir de recevoir également Stéphane Dizers. Bonjour Stéphane Dizers. Bonjour. Vous êtes directeur de Matmut Vie, Matmut Vie qui est une filiale du groupe Matmut en charge de l'assurance vie, l'épargne et la prévoyance. Alors on va commencer avec vous, Stéphane Dizers. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'on constate que son contrat d'assurance vie est en perte? Si on pose la question à l'heure actuelle, c'est parce que l'année 2022 a pu être un petit peu plus compliquée que les autres années pour un certain nombre de gestions, même qualifiées de prudentes, et un certain nombre d'épargnants peuvent se retrouver avec des contrats d'assurance vie affichant des pertes un petit peu plus conséquentes que ce à quoi ils s'attendaient vis-à-vis des stratégies qu'ils avaient mis en place. Est-ce que déjà on considère que l'année 2022 était une anomalie et on ne fait rien, ou est-ce que quand même on agit sur son contrat en 2023 ? Alors, on considère que l'année 2022 est une anomalie, oui, de façon certaine. Après, est-ce qu'on ne fait rien? Non, pour autant, c'est toujours bon au moins une fois par an, notamment quand on reçoit sa lettre d'information, ce genre de choses, de faire le point sur son contrat d'assurance vie, de regarder ce qu'il y a dedans et de vérifier trois choses. C'est vérifier que moi, j'ai pas changé. Est-ce que mes projets ont changé? Est-ce que mon horizon de placement a changé? Est-ce que mon appétence au risque a changé? Risque a changé, voilà, ce triptyque. De mon contrat, qu'est-ce qu'il contient? Comment il est? Est-ce que les frais sont pas trop élevés? Est-ce qu'il y a toute la gamme d'investissements que je veux? Et puis 3, après, c'est sur le plan financier, la conjoncture, voir dans quel sens on estime que ça va évoluer. En fonction de ces 3 points, effectivement, on peut arbitrer, prendre rendez-vous avec son conseiller et voir ce qui est le mieux à faire, même si, a priori, l'année 2022 est effectivement exceptionnelle. Et si structurellement rien n'a changé, il n'y a pas forcément de raison de bouger sur son contrat. Et alors ça, ces questions, on se les pose quand on reçoit son relevé. C'est pas trop tard quand on reçoit son relevé? Alors, c'est pas trop tard, non, parce qu'il y a toujours un timing. L'assurance vie, est-ce qu'il y a toujours un bon timing pour entrer, un mauvais timing? Essayer de battre la bourse en termes de timing, c'est toujours très compliqué. L'horizon est toujours préférable au timing. Mon horizon d'investissement, c'est quoi? En général, l'assurance vie, c'est les contrats moyen-long terme, sur 5 à 10 ans. C'est pas parce qu'une année, ça a bougé, qu'il faut que je bouge tout de suite. On a cette étude là qui nous dit, par exemple, sur 20 ans, sur les marchés mondiaux, si je perds les 20 meilleurs jours de bourse, je diminue par 4 ma rentabilité. D'accord. Donc voilà, 20 ans, 20 jours, c'est énorme. Donc essayer de battre les marchés boursiers, c'est jamais une très bonne idée. Il faut mieux être patient, effectivement, et attendre le rebond, et pas changer sa stratégie si on a du temps devant soi. Stéphane Quélin, alors toujours effectivement sur le contexte qu'on connaît actuellement, avant peut-être de se poser des questions peut-être un petit peu plus psychologiques sur la gestion d'un contrat d'assurance vie qu'on peut constater en perte, mais cette année 2022, les performances affichées sur un certain nombre de fonds prudents en cette année 2022 poussent un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine à devoir justifier des stratégies prudentes qui n'ont pas été au rendez-vous. Quand on est épargnant de l'autre côté, on peut être un petit peu... on peut se questionner effectivement sur son contrat d'assurance vie, peut-être pas faire la différence entre son contrat et les supports d'investissement à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait à mi-2023? Est-ce qu'on remet en cause ce support d'investissement? Oui, alors... Bon, déjà, l'assurance vie, on le sait, c'est le temps long. En moyenne, la durée de vie d'un contrat d'assurance vie en France, c'est plus de 12 ans. Donc, il faut mettre en perspective parce qu'une année, on a eu des mauvaises performances, qu'effectivement, il faut se projeter en se disant mon contrat est mauvais. D'accord. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi le contrat est en perte, voir d'où ça vient, et est-ce que c'est contraire à votre stratégie d'investissement de départ. Si effectivement, vous aviez un profil très prudent, et que vous avez une perte de 10% sur l'année, là, il faut peut-être se remettre en question, mais a priori, sur une longue période, si vous avez un contrat qui, par exemple, 10 ans d'historique et que vous êtes en perte, là, il faut vraiment se poser des questions, non seulement sur la qualité du contrat auquel vous avez souscrit, mais aussi des conseils qui vous ont été donnés pour l'application d'actifs. C'est pas normal. Sur 10 ans, normalement, on ne doit pas être en moins-value. Et donc, une année parmi tant,
c'est pas grave, c'est juste que les marchés, ça respire, qu'il y a des années où on va avoir des performances négatives. Si la stratégie est cohérente par rapport, à votre profil de risque et deux, à votre stratégie d'investissement, il ne faut pas bouger. Comme vous le disiez, si vous tentez de battre le marché, vous perdez à tous les coups. Mais pour autant, est-ce qu'une stratégie cohérente en 2022 ou en 2023, ou plutôt, pardon, est-ce qu'une stratégie qu'on aurait établie en 2012-2013 est toujours cohérente en 2022-2023 ? Sa vie, effectivement, il faut regarder avec son conseiller de manière régulière, est-ce qu'on est toujours en adéquation. Là, ces dernières années, il y a eu une fringale absolue sur l'immobilier papier dans l'assurance vie. Bon, est-ce qu'on n'est pas dans une période où il faudrait peut-être revoir un peu la voilure, réduire la voilure, pardon. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. On peut être en moins-value, par exemple, parce qu'on a acheté des SCPI dans l'assurance vie, parce qu'il y a des droits d'entrée. C'est pas vraiment une moins-value, c'est juste que vous avez payé des frais. Vous avez aussi les produits structurés en assurance vie. Un produit structuré, temporairement, peut être négatif, mais vous avez quand même une garantie en capital potentielle, une échéance. Voilà. Tout dépend du produit structuré. Effectivement, ça ne vaut pas pour tous les produits structurés, mais ça existe depuis que les taux ont commencé à remonter, effectivement. Parfaitement, exactement. Et on a des opportunités maintenant qui sont récentes, qu'on n'avait pas avant. Par exemple, les fonds datés en obligations. C'était pas du tout en odeur de sainteté ces dernières années parce que le contexte du marché obligataire n'y s'y prêtait pas. Maintenant, ça a changé. C'est peut-être quelque chose qu'on peut réinvestir dans le cadre de son contrat d'assurance vie qui est peut-être effectivement négatif. Si je comprends bien ce que dit Stéphane Dizer, c'est que constater que son contrat est en perte à un instant T, c'est peut-être aussi l'occasion, comme vous nous le disiez, d'aller chercher les autres supports d'investissement qu'on n'avait pas forcément jusque-là dans son contrat. Parce que quand on parle effectivement de fonds obligataires à échéance, de produits structurés ou autres à capital garanti, ça n'existait pas il y a 6-8 mois. Enfin, ça existait, mais c'était peut-être pas aussi avantageux que ça peut l'être aujourd'hui. Exactement. Il y a le caractère économique. Quand on parle des nouveautés, on peut aussi parler du caractère donner du sens à mon épargne. C'est des choses qui n'existaient pas non plus il y a quelques années. Aujourd'hui, le régulateur, le premier, nous oblige, nous, assureurs, à poser des questions sur quel sens on veut donner à son épargne. Et les assureurs vont être obligés de réagir. Nous, les premiers, on a lancé 10 fonds là, qui sont directement investis dans des entreprises pour des problématiques écologiques, pour des problématiques sociétales. C'est des choix qui n'existaient pas avant pour le client, pour le sociétaire. C'est des choix qui existent aujourd'hui. Donc ça vient s'ajouter effectivement à la panoplie des questions qu'il faut poser aujourd'hui. Et que cette perte, quand on la constate, effectivement, on se pose des questions sur son contrat. On devrait s'en poser de toute façon tous les ans, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'on s'en pose plus facilement quand il y a une perte que quand il ne se passe rien ou que tout va bien. Mais alors justement, si on regarde maintenant d'un point de vue un peu plus psychologie d'investisseur, quand on constate que son contrat sur une année est en perte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut absolument acter le fait, Stéphane Dizer, qu'il va falloir changer quelque chose sur ce contrat ? Non, pas nécessairement. Il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut voir son conseiller, refaire un point sur quel est mon objectif de placement, quelle est mon appétence au risque, est-ce que ma situation a changé ? Je gagnais très bien ma vie, je suis au chômage, ma situation a changé, donc peut-être que mon appétence au risque a changé. Est-ce que mon horizon de placement a changé ? Ça, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Mon contrat que je verrai il y a 10 ans, il avait un horizon 10 ans, peut-être que 10 ans plus tard, effectivement, il a un horizon très court terme. Il est peut-être temps de sécuriser, de passer sur du fonds euro, par exemple, une partie, tout ou partie du capital, quand bien même il sera en perte pour couper les pertes, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que le contrat que j'ai proposait tous les fonds qui correspondent à mon besoin ? Est-ce que j'y connais suffisamment quelque chose pour être en gestion libre ? Est-ce que j'ai pas intérêt à passer sur de la gestion sous mandat ? C'est pareil, ça, les contrats il y a quelques années, la gestion sous mandat, il y avait un ticket d'entrée qui était significatif. Bien sûr. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Enfin, nos contrats, aujourd'hui, c'est 50 € par mois. Ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser effectivement avec le conseiller qu'on va voir à ce moment-là. Et puis, de toute façon, si on est inquiet, si on a peur, il faut y aller. Enfin, je veux dire, il faut aller voir le conseiller, il faut lui poser des questions, il ne faut pas rester comme ça. Donc on n'envisage pas forcément un rachat de contrat d'assurance vie, Stéphane Quélin, quand on constate qu'il y a une perte ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question du rachat d'un contrat d'assurance vie qui est en performance positive. Parce qu'il y a des vieux contrats qui ont été ouverts il y a des dizaines d'années parfois, qui n'ont plus la technologie du tout qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché, avec des frais élevés, avec un nombre de supports d'investissement qui est faible. Et dans certains cas, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que j'ai pas intérêt à racheter mon contrat ? Bien sûr. Pour ouvrir un contrat qui est plus performant, avec des interfaces à Internet qui sont plus souples, avec des frais qui sont beaucoup moins élevés, avec un choix de support qui est beaucoup plus large. Dans certains cas, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des contre-indications, on va dire, fiscales, mais dans certains cas, ça peut valoir le coup de le faire. Vous avez, par exemple, 50 ans aujourd'hui, votre retraite, c'est dans plus de 10 ans. Vous savez que vous n'aurez pas besoin de cet argent, vous pouvez racheter et ouvrir un contrat plus moderne, par exemple.
Donc on ne rachète pas son contrat d'assurance vie. Bon, après, il faut effectivement le comprendre quand on est épargnant et qu'on constate à un instant T, effectivement, une ligne avec des chiffres rouges qui vous dit vous avez perdu de temps cette année sur un contrat d'assurance vie quand même. D'où le rôle central du conseiller. Il faut vraiment faire appel à des professionnels. Bien sûr, vous pouvez être un investisseur averti, mais dans beaucoup de cas, un bon professionnel en face de vous est salutaire. Stéphane Dizers, alors on ne donne pas de conseils d'investissement dans cette émission, mais je vous pose quand même une question un peu caricaturale. Qui pourrait être une réaction d'un certain nombre d'épargnants pour comprendre effectivement ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ou en tout cas les questions qu'on peut se poser quand on fait face à un contrat d'assurance vie en perte. Est-ce que quand on voit que son contrat d'assurance vie est en perte, on sort des unités de compte pour aller que sur du fonds en euros parce qu'on se dit au moins comme ça, je suis tranquille, c'est plus prudent? Non, encore une fois. Alors, sauf si ma situation a changé, hein, je réinsiste pas là-dessus, sauf si mon épargne de précaution a fondu. J'ai plus d'épargne de précaution, par exemple, vite, il faut en reconstituer, j'en remets une partie tout de suite sur du fonds euro parce que je sais que je vais en avoir besoin. Mais si j'ai pas ces problématiques-là, non, surtout, je bascule pas tout sur du fonds euro. Au contraire, j'attends pour profiter du rebond, voire, si j'ai la possibilité, j'en profite pour réinvestir. Parce que ce rebond, de toute façon, arrivera à un moment ou à un autre. Alors quand, ça, c'est toute la question. Bien sûr, ouais. Ce réinvestissement, d'ailleurs, on peut éventuellement conseiller de le faire en progressif, avec un investissement progressif, ou via la mise en place d'un plan de versement programmé qui s'étale dans le temps, voilà, pour lisser cet investissement. Mais la bonne option, plutôt que de retirer et d'arbitrer, serait plutôt éventuellement, si ma situation n'a pas changé, de réinvestir. Parce qu'il y a quand même les épargnants se posent quand même une question suite à cette année 2022. Alors effectivement, on a dit que c'était une anomalie. L'année 2023 n'est pas encore terminée, elle viendra le confirmer ou l'infirmer. Mais on a vu deux classes d'actifs, actions, obligations, qui d'habitude se contrebalançaient, chutaient en même temps. Là, on peut du coup se poser la question de savoir si c'était réellement une anomalie ou si on arrive dans une nouvelle normalité et si ça va impliquer des changements un peu plus drastiques au sein de plusieurs véhicules d'investissement, dont l'assurance vie. Ouais, Stéphane Quélin, peut-être. C'est très rare. C'est déjà arrivé dans le passé, dans les années 90, où on a eu finalement un alignement de la baisse entre le monde obligataire et le monde des actions. Néanmoins, c'est quand même assez rare. Pour rebondir sur ce qu'on disait sur les fonds en euros, est-ce que je dois sécuriser en allant sur un fonds en euros? Moi, j'aurais tendance à dire, warning, si vous êtes sur un fonds en euros aujourd'hui, vous perdez de l'argent, quoi qu'il arrive, à cause de l'inflation. Bien sûr. Oui, parce qu'on est quoi, à 3,5 globalement sur un fonds euro, et l'inflation est à 6 actuellement. Ouais, voilà, à peu près. C'est ce qu'on attend pour l'année, pour le rendement de cette année. Bien sûr, oui. Donc oui, aujourd'hui, le fonds en euros est une sécurité relative, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de volatilité, mais il n'y aura pas de gain. En même temps, si on veut battre l'inflation sur un contrat d'assurance vie, il va falloir prendre un risque qu'on n'est peut-être pas forcément prêt à prendre si jamais on est dans le cadre de cette émission sur un contrat en perte. C'est l'histoire de la finance, c'est l'investissement. Si vous voulez avoir la performance, il faut prendre du risque. Sinon, il reste le livret A, mais dans une certaine limite. Vous n'avez pas... Les Anglais disent « there is no free lunch ». Donc il n'y a pas de performance sans risque, ça n'existe pas. Ou alors, dans des périodes très particulières, où effectivement les fonds en euros ont eu des bonnes rentabilités, mais à long terme, si vous voulez de la performance, il faut chercher un peu de risque. Stéphane Dizers, quand on est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie en perte, est-ce que cela peut tout de même avoir un impact positif, mettons fiscal ? Alors, fiscalement, la bonne nouvelle, il y en a une. Ah, quand même. Sur un contrat d'assurance vie en perte, vous ne serez pas fiscalisé. D'accord, ouais. Alors, là, plusieurs cas de figure. Si vous êtes sur un contrat avec une seule unité de compte ou un mandat de gestion, par exemple, c'est votre mandat qui est en perte, votre contrat d'assurance vie en perte, vous ne serez pas fiscalisé. Par contre, si vous êtes en gestion libre, vous avez plusieurs supports, vous pouvez très bien avoir des supports qui sont en plus-value. Et pour autant, si vous faites le choix de retirer que sur ce support en plus-value, vous ne serez pas imposé. D'accord, parce qu'il y a des moins-values de l'autre côté. Parce que quand votre contrat globalement est en moins-value, vos supports en plus-value, si vous faites un retrait dessus, ne seront pas imposés. Donc le gros avantage de ça, effectivement, c'est de se dire que je garde mon stock de moins-value, et lorsque rebond il y aura, et que ce stock de moins-value va remonter, tant que je reste en dessous de ce que j'ai versé, je ne serai pas fiscalisé. D'accord. Ouais. Je retire la partie qui est en plus-value, je garde la partie qui est en moins-value, et dans ces cas-là, effectivement, je profiterai du rebond avec une fiscalité aussi. Donc si j'ai un contrat d'assurance vie avec une légère perte, c'est presque une bonne nouvelle pour sortir, si j'ai eu des poches de performance particulièrement performantes justement au sein de mon contrat. Exactement. Si dans votre contrat, vous avez un ou plusieurs supports où vous estimez que vous êtes arrivé au terme ou quasi au terme de la performance que ça pouvait emmener, effectivement, pourquoi pas sortir dans ces cas-là et prendre la décision de sortir sur ces morceaux de contrat qui sont en plus-value
pour garder la moins-value pour la fiscalité plus tard. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stéphane Diezers, directeur donc, de Matmut Vie. Merci Stéphane Quélin, expert en épargne financière. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.